À la Paillote, la journée commence sous une apparente légèreté, mais Sofia sait déjà qu'elle se trouve à un tournant important. Victor vient lui faire une proposition qu'il juge particulièrement séduisante, il aimerait l'engager comme responsable du bar. Pour lui, son expérience, son énergie et sa capacité à gérer les imprévus en font une candidate idéale pour accompagner son nouveau projet. Sofia accueille cette proposition avec un sourire sincère. Elle est touchée que Victor lui témoigne une telle confiance et qu'il envisage de lui confier autant de responsabilités. Pourtant, derrière sa gratitude, sa décision est déjà prise. Elle ne veut plus simplement occuper un poste confortable auprès de quelqu'un d'autre. Depuis quelque temps, une autre idée a commencé à prendre une place considérable dans son esprit. Elle explique alors à Victor qu'elle envisage de racheter le stand de traiteur italien installé aux Halles Gourmandes. Ce projet représente bien davantage qu'un simple changement professionnel. Sofia ressent désormais le besoin de construire quelque chose qui lui appartienne réellement, d'assumer ses propres choix et de découvrir ce que signifie diriger une activité sans dépendre d'un employeur ou d'une hiérarchie. Victor tente de masquer sa déception, mais celle-ci se lit malgré tout dans son attitude. Il s'était manifestement projeté dans une collaboration avec Sofia et imaginait déjà pouvoir compter sur elle pour faire fonctionner son bar. Cependant, il comprend rapidement que la jeune femme ne cherche pas seulement un nouvel emploi. Elle souhaite désormais prendre un risque, avancer seule et devenir pleinement responsable de son avenir professionnel. Cette volonté d'indépendance donne à Sofia une assurance nouvelle. Son expérience à la Paillote lui a permis de comprendre qu'elle était capable d'assumer des responsabilités, de gérer une équipe et de faire face aux difficultés quotidiennes. Désormais, elle ne veut plus seulement mettre ses qualités au service d'un autre. Elle souhaite les utiliser pour créer quelque chose qui porterait véritablement sa propre empreinte. Une fois Victor parti, Marceau fait son apparition. Il a entendu parler de la proposition et pense d'abord que Sofia va bientôt devenir responsable du bar. Il la félicite spontanément, avant de découvrir qu'elle a choisi une toute autre direction. Lorsqu'elle lui parle de son projet aux Halles Gourmandes, Marceau manifeste immédiatement son intérêt et lui fait comprendre qu'il aimerait beaucoup l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Cette réaction amuse Sofia, qui connaît désormais suffisamment Marceau pour reconnaître son enthousiasme parfois impulsif. Mais le jeune homme ne s'arrête pas là. Comme s'il voulait mettre les choses au clair avant même qu'une ambiguïté puisse s'installer, il lui annonce également qu'il a désormais une petite amie et qu'il n'est donc plus disponible sentimentalement. Sofia accueille cette précision avec une ironie amusée. La situation prend une dimension encore plus singulière lorsque l'on découvre, au même moment, ce que Diane confie à sa sœur Esmée. Sans chercher à embellir les choses, elle lui révèle qu'elle a couché avec Marceau. Ce rapprochement n'est pourtant pas né d'une déclaration romantique ou d'une longue attirance secrète, mais d'un pari que les deux jeunes gens avaient conclu ensemble. Diane raconte qu'il s'était promis que, si aucun des deux ne trouvait quelqu'un avant la fin de l'été, ils finiraient par se rapprocher l'un de l'autre. Le pari a donc fini par devenir réalité. Pourtant, Diane tient aussitôt à mettre une limite très claire à ce qui s'est produit. Elle ne souhaite absolument pas transformer cette nuit passée avec Marceau en véritable relation amoureuse. Pour elle, cet épisode appartient davantage à leur complicité qu'à la naissance d'un couple. Elle ne ressent pas le besoin de donner à leur rapprochement une signification qu'il n'a pas. Cette distance contraste avec l'annonce faite par Marceau à Sofia, puisqu'il affirme désormais avoir une petite amie. Une nouvelle situation se dessine donc autour de lui, alors même que la saison à la Paillote touche à sa fin. Plus tard, Sofia rassemble Marceau et Ellie afin de faire un point sur les derniers mois passés ensemble. Le moment est empreint d'une émotion discrète. Derrière les plaisanteries et la légèreté habituelle, chacun comprend qu'une période se termine. Sofia prend le temps de les remercier pour leur travail, consciente que cette aventure aurait été différente sans leur implication et leur présence quotidienne à ses côtés. Pour marquer cette fin de saison, elle leur offre à chacun un shaker. Le cadeau reste simple, mais il possède une valeur symbolique particulière puisqu'il renvoie directement à tout ce qu'ils ont partagé derrière le bar. Les trois jeunes gens lèvent ensuite leur verre et trinquent ensemble. Ce geste vient clore une expérience commune, tout en laissant déjà entrevoir des chemins professionnels et personnels différents. Pendant que Sofia se projette vers une nouvelle indépendance, une autre histoire se joue loin de la Paillote, dans un registre beaucoup plus fragile. À l'hôpital Saint-Clair, Samuel choisit de parler franchement à William. Il lui révèle avoir couché avec Swazik. Cette confession pourrait laisser croire qu'une nouvelle relation est sur le point de commencer, mais Samuel ne nourrit aucune illusion à ce sujet. Il assure à William qu'il n'a aucune intention d'aller plus loin avec Swazik. À ses yeux, leur rapprochement ne suffit pas à construire une histoire. Surtout, Samuel reste persuadé que les sentiments de Swazik sont dirigés ailleurs. Depuis que Bruno lui a avoué son amour,
Il lui semble évident qu'un lien beaucoup plus profond s'est installé entre eux, même si Swazik refuse encore de le reconnaître. Samuel connaît cependant suffisamment Bruno et Swazik pour comprendre que leurs sentiments ne garantissent rien. Tous deux semblent prisonniers de leurs propres hésitations. Bruno a pris le risque de dévoiler ce qu'il ressent, tandis que Swazik continue de maintenir une distance qu'elle présente comme de l'amitié. Samuel se demande donc s'ils auront réellement le courage de franchir cette frontière qui les sépare encore. Un peu plus tard, Swazik retrouve justement Samuel et lui confie qu'elle n'a toujours aucune nouvelle de Bruno. L'absence de celui-ci commence manifestement à peser sur elle, même si elle ne veut pas lui donner une signification trop importante. Samuel lui apprend alors qu'il a parlé avec Bruno la veille et qu'il lui a clairement indiqué que, de son côté, la voie était désormais libre. La réaction de Swazik est immédiate. Elle supporte très mal que Samuel se soit permis d'intervenir ainsi dans sa vie privée. Elle n'avait demandé à personne de transmettre un message à Bruno et encore moins de jouer les entremetteurs. Agacée, elle insiste une nouvelle fois sur la nature du lien qui les unit. Selon elle, Bruno n'est qu'un ami, rien de davantage. Pourtant, derrière cette affirmation répétée avec fermeté, quelque chose semble déjà se fissurer. Le silence de Bruno la dérange suffisamment pour qu'elle en parle à Samuel, et l'idée qu'il puisse s'éloigner définitivement ne lui est manifestement pas indifférente. Sans encore mesurer jusqu'où cette absence va la pousser, Swazik se retrouve confrontée à une évidence qu'elle tente toujours de tenir à distance, Bruno compte réellement pour elle. Après cette discussion tendue avec Samuel, Swazik comprend qu'elle ne peut plus se contenter d'attendre. L'absence de Bruno a créé un vide qu'elle cherchait jusque-là à minimiser, comme si reconnaître son importance revenait déjà à admettre quelque chose qu'elle refusait encore. Alors, malgré son irritation et ses contradictions, elle décide finalement d'aller le voir directement au hall. Lorsqu'elle retrouve Bruno, l'atmosphère est immédiatement chargée d'une gêne difficile à contourner. Swazik ne cherche pas à provoquer une nouvelle confrontation. Elle veut simplement rétablir un lien qu'elle croyait suffisamment solide pour survivre au malentendu. Avec une sincérité qui lui coûte davantage qu'elle ne voudrait le montrer, elle lui avoue qu'il lui manque depuis qu'il a pris ses distances. Pourtant, au moment même où elle semble ouvrir une porte, Swazik en referme aussitôt une autre. Elle ajoute qu'il est important, selon elle, qu'ils restent amis. Cette précision transforme immédiatement la conversation. Bruno comprend alors que rien n'a véritablement changé du côté de Swazik. Elle tient à lui, certes, mais elle refuse toujours de donner à leur relation la dimension sentimentale qu'il espère. Bruno n'a plus la force d'accepter cette place intermédiaire. Il lui répond clairement qu'il ne recherche pas son amitié. Son aveu précédent n'était ni une impulsion passagère ni une confusion. Il est réellement tombé amoureux d'elle. Continuer à la voir comme avant reviendrait donc à rester près d'une femme qu'il désire tout en sachant qu'elle ne veut pas avancer dans la même direction. Cette réalité est d'autant plus douloureuse pour Bruno qu'elle menace un équilibre qu'il a mis du temps à reconstruire. Il connaît ses propres fragilités et sait à quel point une souffrance affective peut réveiller les vieux mécanismes dont il cherche à se protéger. Son passé avec l'alcool demeure une menace suffisamment sérieuse pour qu'il refuse désormais de jouer avec ses limites émotionnelles. Face à Swazik, Bruno prend alors une décision radicale. Pour ne pas ressombrer, il choisit de couper entièrement le lien entre eux. Il ne veut plus la voir, plus partager avec elle cette proximité qui nourrit chaque jour davantage des sentiments sans issue. Ce refus n'a rien d'une vengeance. Il s'agit, pour lui, d'une mesure de protection, presque d'une nécessité vitale. Swazik se retrouve ainsi face aux conséquences de sa propre ambiguïté. Elle voulait retrouver Bruno sans remettre en cause la définition rassurante de leur relation. Mais Bruno lui retire cette possibilité. Désormais, rester dans sa vie suppose quelque chose qu'elle n'est pas prête à offrir. Son insistance sur l'amitié vient donc se heurter à une limite claire, posée par un homme qui préfère partir plutôt que se détruire. Pendant ce temps, l'affaire des mystérieux empoisonnements continue de faire monter la tension à 7. Gabriel, victime d'une violente crise de paranoïa, est toujours pris en charge après les événements survenus au cabinet d'avocats. Les médecins ont désormais une certitude, il a été intoxiqué par une substance hallucinogène particulièrement dangereuse, capable de provoquer une perte totale de contact avec la réalité. Le danger qu'il a couru apparaît rétrospectivement encore plus terrifiant. Sous l'effet du produit, Gabriel a cru voir des menaces inexistantes et s'est retrouvé au cœur d'un incendie qu'il n'était plus capable d'évaluer lucidement. Sans l'intervention rapide de la police, il aurait très probablement péri dans les flammes, prisonnier d'hallucinations qui avaient entièrement déformé sa perception. Alors que Gabriel récupère, les enquêteurs poursuivent leurs recherches au cabinet d'avocats. Chaque recoin est inspecté avec soin, car la manière dont l'agresseur a procédé semble démontrer une préparation précise.
Raphaël observe cette agitation avec une inquiétude grandissante. Après Sarah puis Gabriel, la possibilité d'une série ciblée commence à s'imposer, et elle ne peut empêcher une pensée angoissante de surgir. Raphaël se demande si elle pourrait être la prochaine victime. Rien ne permet encore de l'affirmer, mais la répétition des attaques transforme chaque détail en menace potentielle. Son lieu de travail vient d'être frappé directement, et cette proximité change tout. L'affaire n'est plus seulement celle que le cabinet peut observer de l'extérieur, elle pénètre désormais leur quotidien et fragilise leur sentiment de sécurité. Dans le même temps, une autre peur se manifeste loin de l'enquête elle-même. Nina parle à Karim avec une franchise désarmante. La fillette lui avoue qu'elle n'aime pas du tout son métier de policier. Pour elle, les événements récents ont rendu le danger beaucoup trop concret. Ce qui est arrivé à Sarah lui rappelle brutalement que ceux qui protègent les autres peuvent eux aussi devenir des victimes. Nina ne cache pas la véritable source de son angoisse. Elle redoute qu'un jour Karim ne rentre pas à la maison. Sa mère étant déjà en prison, cette perspective prend une dimension encore plus effrayante. Si quelque chose arrivait à son père, elle pourrait se retrouver orpheline. Derrière cette peur d'enfant se trouve une logique simple, mais impossible à balayer par quelques paroles rassurantes. Karim comprend immédiatement qu'il ne suffit pas de lui dire que tout ira bien. Il tente alors de replacer son métier dans une réalité plus large, rappelant qu'il existe d'autres professions également exposées au risque. Mais surtout, il explique à Nina ce qui donne du sens à son engagement, aider les autres, intervenir quand une vie est menacée et avoir le sentiment d'être utile. Cependant, Karim tient aussi à lui faire comprendre que son travail ne passe pas avant elle. Il aime son métier et la mission qu'il remplit, mais ce qu'il préfère encore, c'est pouvoir rentrer chaque soir et retrouver sa fille. Derrière cette déclaration se cache une promesse implicite. Quelles que soient les menaces rencontrées dehors, Nina reste le point vers lequel il revient toujours. Cette conversation souligne à quel point l'enquête dépasse désormais le simple cadre professionnel. Les victimes ont leurs proches, et les policiers eux-mêmes vivent avec la peur que leur métier fasse payer un prix aux personnes qu'ils aiment. Tandis que Nina tente d'accepter les paroles de Karim, une autre pièce du puzzle commence justement à émerger à l'hôpital, grâce aux souvenirs encore fragmentaires de Gabriel. À l'hôpital, Gabriel commence peu à peu à retrouver une perception plus stable de ce qui lui est arrivé. Les hallucinations ont disparu, mais certains souvenirs restent encore fragmentés, comme des images désordonnées qu'il doit remettre dans le bon ordre. Il cherche surtout à comprendre comment une journée presque ordinaire a pu basculer en quelques secondes dans une peur incontrôlable et un danger mortel. Avant même de reprendre complètement le fil de l'agression, Gabriel pense à Perrine. Il lui laisse un message vocal pour prendre de ses nouvelles, comme si cette simple vérification pouvait apaiser une inquiétude qui ne l'a manifestement pas quitté. Perrine lui répond rapidement qu'elle va parfaitement bien. Cette réponse devrait le rassurer, mais elle révèle aussi que Gabriel garde avec elle un lien suffisamment important pour vouloir la contacter dès son réveil. C'est alors que Nordine arrive pour l'interroger. Le policier doit recueillir tout ce que Gabriel est capable de restituer, même si les souvenirs restent imprécis. Gabriel ferme les yeux quelques instants et tente de reconstruire la scène. Il se revoit au cabinet d'avocat, occupé par ses affaires, jusqu'au moment où quelqu'un sonne soudainement à la porte. Ce détail paraît banal, mais il devient central. Gabriel se souvient avoir ouvert ou s'être approché de l'entrée, puis d'avoir été surpris par une personne qui lui a vaporisé un produit directement dans les yeux. Tout s'est ensuite brouillé très rapidement. Les sensations, les images et les hallucinations ont pris le dessus, détruisant progressivement sa capacité à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Pour Nordine, ce souvenir constitue une avancée importante. L'empoisonnement n'a donc rien d'accidentel. Quelqu'un s'est déplacé jusqu'au cabinet avec un spray préparé à l'avance et a attendu le bon moment pour attaquer Gabriel de façon directe. Cette méthode suppose une proximité immédiate avec la victime et, surtout, la possibilité pour l'agresseur de disparaître avant que Gabriel puisse comprendre ce qui venait de lui arriver. Dans le même temps, Sarah tente elle aussi de revenir mentalement sur les instants qui ont précédé son propre empoisonnement. Jusqu'ici, certains détails semblaient trop insignifiants pour attirer son attention. Pourtant, une scène lui revient progressivement. Alors qu'elle se rendait vers la plage, quelqu'un l'a bousculée. Sur le moment, elle n'avait aucune raison de penser qu'il pouvait s'agir de quelque chose d'autre qu'un simple accident. Désormais, ce souvenir prend une toute autre dimension. Si une personne a pu administrer un produit à Sarah lors de ce contact, l'agresseur aurait utilisé une méthode différente mais reposant sur le même principe, agir rapidement, au milieu d'une situation ordinaire, puis disparaître avant que la victime ne réalise qu'elle vient d'être ciblée. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer si les deux attaques sont réellement liées.
La question devient d'autant plus troublante que Sarah et Gabriel n'ont pas été touchés au même endroit. L'un a été attaqué dans un cabinet d'avocats, l'autre à proximité de la plage. Ce qui relie les victimes ne saute donc pas immédiatement aux yeux. Pourtant, la proximité temporelle des deux intoxications et la présence d'une substance hallucinogène imposent désormais d'envisager sérieusement l'existence d'un même responsable. Après une nouvelle auscultation, Gabriel reçoit finalement l'autorisation de quitter l'hôpital. Le retour chez lui pourrait être l'occasion de ralentir et de récupérer, mais il refuse cette position de malade. Il ne veut pas rester assis à penser à ce qui aurait pu lui arriver. À peine rentré, il décide au contraire de s'occuper de la piscine et de rester actif. Soraya observe ce comportement avec inquiétude. Elle comprend son besoin de ne pas se sentir vulnérable, mais son corps vient tout juste d'être soumis à une intoxication sévère. Elle lui rappelle qu'il doit boire beaucoup afin d'aider son organisme à éliminer les traces du produit absorbé. Derrière ces recommandations pratiques, son attention trahit surtout la peur qu'elle a ressentie en apprenant ce qui était arrivé à Gabriel. La conversation dérive ensuite vers un sujet apparemment plus personnel. Soraya a entendu ou compris que Gabriel avait contacté Perrine et elle lui demande naturellement qui est cette femme. La question n'a rien d'agressif, mais Gabriel ne paraît pas disposé à entrer dans les détails. Il répond simplement qu'il s'agit d'une amie de la faculté qu'il n'a pas revue depuis longtemps. Cette explication reste volontairement vague. Gabriel ne donne aucune précision supplémentaire et présente Perrine comme une connaissance ancienne parmi d'autres. Pourtant, son empressement à vérifier qu'elle allait bien après son hospitalisation rend cette version moins anodine qu'il ne veut le laisser croire. Soraya n'a pas encore les éléments permettant de comprendre ce qu'il cache, mais une zone d'ombre vient clairement de s'installer. Gabriel semble donc vouloir préserver un secret au moment même où la police tente de comprendre pourquoi il a été pris pour cible. Rien ne prouve que Perrine soit directement liée à l'affaire, et il serait trop rapide d'établir un rapport entre elle et l'empoisonnement. Cependant, cette dissimulation ajoute une tension supplémentaire autour d'un homme qui affirme vouloir retrouver une vie normale alors que plusieurs questions restent sans réponse. Au commissariat, les enquêteurs continuent précisément à chercher l'élément matériel qui pourrait leur permettre de dépasser les souvenirs fragmentaires des victimes. Karim reprend la scène du cabinet et envisage les différentes possibilités de fuite du coupable. La configuration des lieux l'amène notamment à se demander si l'agresseur n'aurait pas pu quitter le secteur en passant par les toits après avoir vaporisé le produit sur Gabriel. Cette hypothèse pousse les recherches vers des zones qui auraient pu être négligées lors des premières constatations. Il ne s'agit plus uniquement de savoir comment l'agresseur est entré, mais surtout par quel chemin il a pu disparaître sans attirer l'attention. Un objet devient alors crucial. Le mystérieux spray utilisé contre Gabriel est finalement retrouvé, offrant enfin aux enquêteurs une preuve physique susceptible de parler. Karim sait immédiatement que ce spray peut changer l'enquête. Celui qui l'a manipulé a peut-être laissé des traces exploitables, et Roxane se charge donc de l'analyser avec toute la rigueur nécessaire. Après les témoignages, les souvenirs et les hypothèses, la police dispose enfin d'un élément concret. Mais personne n'imagine encore à quel point le résultat va bouleverser toute l'équipe. Le spray retrouvé par Karim devient immédiatement le centre de toutes les attentions. Jusqu'ici, l'enquête avançait surtout grâce aux souvenirs encore imparfaits de Gabriel et de Sarah, mais cet objet peut enfin fournir quelque chose de plus solide. Karim le manipule avec prudence, conscient que la moindre trace laissée sur sa surface pourrait permettre d'identifier celui qui s'en est servi. L'hypothèse d'une fuite par les toits du cabinet reste également présente dans son esprit. Le coupable a réussi à agir rapidement, à surprendre Gabriel puis à disparaître avant l'arrivée des secours. Pour Karim, cette efficacité suppose une connaissance suffisante des lieux ou, au minimum, une préparation soigneuse. Rien ne permet encore d'établir comment l'agresseur avait organisé son départ. Roxane prend alors en charge l'analyse du spray. Après les témoignages et les impressions, la police entre enfin dans une phase où la technique peut apporter une réponse objective. Chaque prélèvement devient essentiel, car l'objet a potentiellement été tenu directement par celui qui a attaqué Gabriel. La tension grandit naturellement au commissariat autour de cette pièce désormais décisive. Pour Karim, l'enjeu dépasse largement la simple identification d'une empreinte biologique. Gabriel aurait pu mourir dans l'incendie provoqué par ses hallucinations, tandis que Sarah a elle aussi été plongée dans un état inquiétant après son intoxication. Si les deux agressions sont effectivement liées, le responsable est capable de mettre ses victimes en danger sans avoir besoin de les attaquer physiquement davantage. Cette manière d'agir rend le dossier particulièrement déroutant. Le produit hallucinogène transforme les victimes en instruments de leur propre mise en danger. Gabriel, persuadé que ce qu'il voyait était réel, a failli être englouti par les flammes.
Le responsable n'avait donc même pas besoin de rester sur place pour provoquer le pire, puisque les effets de la substance continuaient leur œuvre après son départ. Raphaël ressent précisément tout ce que cette méthode peut avoir d'effrayant. Dans son cabinet, un lieu qui devrait représenter la maîtrise, la réflexion et la sécurité professionnelle, Gabrielle a perdu tout contrôle. À présent, elle ne peut plus regarder les portes, les visiteurs ou les gestes ordinaires avec la même tranquillité. La possibilité d'être à son tour visée s'est installée dans son esprit. Le fait que Sarah ait également été touchée élargit encore l'angoisse. Une policière et un membre d'un cabinet d'avocats ne semblent pas, à première vue, former un duo évident de victimes. Pourtant, leur intoxication à très peu de temps d'intervalle oblige l'équipe à chercher un lien qu'elle n'a pas encore identifié. Chaque détail de leurs emplois du temps peut désormais devenir significatif. De son côté, Gabrielle tente toujours de reprendre le contrôle de son quotidien. Son refus de se reposer et son besoin de nettoyer la piscine traduisent une volonté presque instinctive de chasser l'image de sa propre vulnérabilité. Il ne veut pas rester enfermé dans le rôle de victime, même si son organisme porte encore les conséquences de ce qui lui a été administré. Soraya, elle, ne peut pas oublier aussi facilement la gravité de la situation. Elle insiste sur l'hydratation, surveille Gabriel et tente de comprendre ce qu'il ressent réellement derrière son agitation. Mais une autre interrogation vient désormais s'ajouter à son inquiétude, Perrine. La réponse vague donnée par Gabriel ne correspond pas complètement à l'importance que cette femme semble avoir pour lui. Gabriel affirme qu'il s'agit simplement d'une amie connue à la faculté et qu'il n'a pas revue depuis un certain temps. Pourtant, il a pensé à elle dès l'hôpital et s'est empressé de vérifier qu'elle allait bien. Ce contraste ne permet pas encore de tirer une conclusion, mais il montre clairement qu'il ne souhaite pas tout révéler à Soraya. Pendant ce temps, Nina continue elle aussi à mesurer le danger que représente le métier de son père. Les paroles de Karim ont cherché à la rassurer, mais elles ne peuvent effacer totalement la peur née de ce qui est arrivé à Sarah. Pour une enfant dont la mère se trouve déjà en prison, l'idée de perdre également son père possède une violence particulière. Karim, justement, retourne vers son enquête avec cette conversation encore présente en lui. Il vient de promettre à Nina, d'une certaine manière, que son plus grand bonheur reste de rentrer auprès d'elle chaque soir. Pourtant, son métier l'oblige maintenant à se replonger dans une affaire où quelqu'un semble capable d'atteindre policiers et proches sans prévenir, en exploitant des situations parfaitement ordinaires. L'analyse de Roxane devient donc plus attendue encore. L'osprey n'est plus simplement un objet retrouvé sur une scène, il représente la possibilité de donner enfin un visage à une menace qui, jusqu'à présent, restait invisible. Karim sait néanmoins qu'un résultat scientifique ne suffit pas toujours à raconter toute l'histoire. Il faut encore comprendre quand et comment une trace a été déposée. Lorsque Roxane obtient finalement un profil exploitable, l'enquête prend brusquement une direction que personne n'avait anticipée. L'ADN retrouvé sur le spray correspond à celui d'une personne que toute l'équipe connaît parfaitement. Il ne s'agit pas d'un inconnu recherché dans les fichiers, ni d'un suspect extérieur dont le nom pourrait simplement rejoindre une liste déjà établie. Le résultat désigne Nordine. L'annonce est d'autant plus sidérante que le jeune homme appartient lui-même aux forces de l'ordre et participe à l'environnement de cette enquête. Quelques heures auparavant, c'est lui qui se trouvait auprès de Gabriel à l'hôpital pour recueillir son témoignage. Désormais, son ADN apparaît précisément sur l'objet utilisé pour provoquer les hallucinations du jeune avocat. Ce nouvel élément bouleverse instantanément la lecture du dossier. Il ne prouve pas à lui seul pourquoi l'ADN de Nordine se trouve là, mais il devient impossible de l'ignorer. La police se retrouve confrontée à une contradiction vertigineuse. L'un des leurs est biologiquement lié à la pièce la plus importante retrouvée depuis l'agression de Gabriel. Pour Karim et Roxane, la découverte impose désormais une prudence absolue. La question n'est plus uniquement de retrouver un inconnu ayant attaqué Gabriel avant de disparaître. Il faut comprendre comment une trace appartenant à Nordine a pu se retrouver sur ce spray. Après Sarah et Gabriel, l'affaire vient ainsi de franchir une nouvelle étape, beaucoup plus personnelle pour le commissariat. Et c'est précisément cette proximité qui rend le résultat si déstabilisant. Nordine n'est pas une silhouette anonyme observée de loin, mais un collègue, le fils de Martin et le compagnon de Manon. Derrière cette correspondance ADN se dessine donc une énigme capable d'ébranler bien davantage qu'une enquête. Toute la confiance construite au sein de l'équipe risque désormais d'être confrontée à une question impossible à éviter. La découverte de l'ADN de Nordine sur le spray agit comme un véritable électrochoc. Jusqu'à présent, l'enquête semblait orientée vers un agresseur extérieur, capable de suivre ses victimes, de les surprendre puis de disparaître sans laisser de traces. Mais ce résultat introduit soudain un visage familier au cœur du dossier,
et surtout un nom que personne n'aurait spontanément associé à l'attaque de Gabriel. Pour Roxane, pourtant, les faits scientifiques restent les faits. L'analyse ne dit pas ce que Nordine a fait, ni dans quelles circonstances son ADN s'est retrouvé sur l'objet. Elle indique seulement qu'une correspondance existe. Cette nuance devient fondamentale, car transformer immédiatement cette trace en preuve de culpabilité serait aussi dangereux que l'ignorer. L'enquête vient donc de devenir beaucoup plus complexe. Karim doit désormais regarder cette pièce à conviction autrement. L'osprey qu'il vient de retrouver n'est plus seulement le lien matériel entre l'agresseur et Gabriel. Il pourrait aussi devenir l'élément capable de faire basculer tout le commissariat dans le doute. Nordine appartient à cette équipe, connaît ses méthodes et évolue quotidiennement auprès de ceux qui cherchent aujourd'hui à identifier le responsable. La situation est d'autant plus déstabilisante que Nordine vient lui-même d'interroger Gabriel à l'hôpital. Il s'est présenté devant lui en policier, cherchant à reconstituer les circonstances de l'agression. À ce moment-là, rien ne permettait encore d'imaginer qu'une analyse ferait apparaître son ADN sur l'objet utilisé contre la victime. Cette succession des événements donne au dossier une dimension particulièrement troublante. Pour autant, aucun élément fourni ne permet encore d'affirmer que Nordine a empoisonné Gabriel. Une trace biologique peut avoir plusieurs explications, et toute la difficulté consiste désormais à comprendre comment elle est arrivée sur ce spray. L'objet a-t-il été manipulé auparavant ? Nordine a-t-il été placé volontairement dans une situation compromettante ? Ces interrogations restent ouvertes, sans réponse définitive à ce stade. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'affaire ne peut plus être traitée comme avant. Après l'empoisonnement de Sarah, puis celui de Gabriel, les enquêteurs pensaient chercher une méthode, un mobile et un suspect. Ils doivent maintenant composer avec un élément capable de toucher directement l'un des leurs. La menace semble soudain beaucoup plus proche, presque installée au cœur même de leur environnement professionnel. Cette proximité donne également une résonance particulière aux inquiétudes de Nina. Quelques heures plus tôt, elle confiait à Karim sa peur de le perdre à cause de son métier. Désormais, le danger ne paraît plus venir uniquement de criminels anonymes rencontrés au cours d'une intervention. L'enquête démontre qu'une affaire peut se glisser jusque dans les relations de confiance qui structurent quotidiennement le commissariat. Sarah, de son côté, reste elle aussi au centre de l'énigme. Son souvenir d'avoir été bousculée avant son intoxication constitue peut-être une clé essentielle. Si la même personne a ciblé Sarah et Gabriel, alors le responsable sait adapter sa manière d'approcher ses victimes. Dans un cas, un simple contact dans un lieu public, dans l'autre, une attaque directe à l'aide d'un spray. Gabriel, lui, essaie toujours de reprendre une vie normale alors que l'enquête autour de lui devient de plus en plus inquiétante. Il s'accroche aux gestes quotidiens, refuse de rester immobile et préfère s'occuper de la piscine plutôt que de revivre mentalement l'incendie. Pourtant, son attitude ne suffit pas à effacer le fait qu'il a échappé de très peu à la mort. Soraya continue d'observer Gabriel avec attention, partagée entre le soulagement de le voir debout et la sensation qu'il lui cache quelque chose. Le nom de Perrine reste suspendu entre eux. Gabriel l'a présenté comme une simple amie de la faculté, mais son comportement laisse entendre que cette relation possède une importance qu'il ne souhaite pas expliquer davantage pour le moment. Cette dissimulation ne permet pas encore de relier Perrine à l'affaire. Elle ajoute simplement une nouvelle interrogation dans un épisode où chaque personnage semble confronté à une vérité qu'il hésite à regarder pleinement. Gabriel cache la nature exacte de son lien avec Perrine, tandis que les enquêteurs découvrent une trace inattendue de Nordine sur une arme utilisée pour l'empoisonner. Dans un registre différent, Swazik vient elle aussi d'être forcée à regarder une réalité qu'elle préférait maintenir dans le flou. Elle affirme que Bruno n'est qu'un ami, mais son besoin de le retrouver montre que leur relation compte profondément pour elle. Bruno, cependant, refuse désormais de rester prisonnier de cette ambiguïté et choisit de disparaître de sa vie pour protéger sa sobriété. Sa décision est douloureuse précisément parce qu'elle ne laisse aucune place à un compromis confortable. Swazik ne peut plus profiter de la présence affectueuse de Bruno tout en refusant les sentiments qu'il lui a avoués. S'il reste auprès d'elle, il souffre. S'il part, elle doit affronter le manque qu'elle venait elle-même de reconnaître en lui disant qu'il lui manquait. Samuel avait peut-être compris cette tension avant elle. En déclarant à Bruno que la voie était libre, il croyait probablement lui permettre d'avancer, mais son intervention a surtout provoqué la colère de Swazik. Elle refuse que quelqu'un décide à sa place de ce qu'elle ressent, même si ses propres réactions montrent qu'elle n'est pas aussi indifférente qu'elle voudrait le croire. Pendant ce temps, Sofia aborde son avenir avec une détermination presque opposée aux hésitations de Swazik. Là où cette dernière lutte contre ce qu'elle ressent, Sofia sait exactement ce qu'elle veut, ne plus rester salariée et tenter l'entrepreneuriat.
Son refus de la proposition de Victor marque donc moins un rejet personnel qu'une volonté assumée de prendre enfin ses propres risques. Le projet de reprendre le stand de traiteur italien aux Halles gourmandes devient ainsi le symbole d'un nouveau départ. Marceau se montre déjà prêt à la suivre, tandis qu'Ellie partage avec eux les derniers instants d'une saison qui s'achève. Le shaker offert par Sofia et leur verre levé ensemble transforme la fin de la paillote en un passage vers autre chose. Diane, de son côté, garde une lecture beaucoup plus légère de son rapprochement avec Marceau. Elle assume avoir couché avec lui après leur pari, mais refuse d'y voir la naissance d'une histoire d'amour. Cette franchise contraste avec les tensions sentimentales qui entourent Soisic et Bruno. Ici, aucun malentendu profond. Diane sait ce qu'elle ne veut pas et l'exprime clairement. Ainsi, derrière plusieurs histoires très différentes, chacun se retrouve confronté à une frontière qu'il doit choisir de franchir ou non. Sofia quitte la sécurité du salariat, Bruno renonce à une amitié devenue trop douloureuse, Soisic découvre le prix de son indécision et Gabriel tente de retrouver ses repères après une expérience terrifiante. Mais au commissariat, la question la plus inquiétante demeure entière. Car le spray parle désormais, et ce qu'il révèle menace de bouleverser bien plus qu'une simple piste. L'ADN de Nordine se trouve sur l'objet utilisé contre Gabriel. Rien ne permet encore d'expliquer pourquoi, ni de savoir s'il s'agit d'une preuve accablante ou d'un piège soigneusement préparé. Une seule certitude subsiste, l'enquête vient d'entrer dans une zone beaucoup plus dangereuse.